Madame, Monsieur, bonsoir. Aujourd'hui, nous avons avec nous sur le plateau Monsieur Philippe Liénard et Monsieur Philippe Renaud. Donc les deux personnes qui vont nous parler aujourd'hui d'un sujet très important et aussi très délicat. C'est un sujet en fait, en tout cas, que nous avons tous besoin de clarifier. Un sujet dont on parle beaucoup, surtout chez les jeunes, c'est la théorie du complot ou les théories du complot. Donc Philippe Renaud, Philippe Liénard, bonsoir. 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 Pour commencer notre discussion sympathique ou notre débat, si vous voulez, on commence d'abord par définir c'est quoi la théorie du complot. Et je vous donne la parole, Monsieur Renaud. Merci. En fait, il s'agit essentiellement d'histoires qui sont nécessaires à des personnes pour expliquer des choses qui sont compliquées ou mystérieuses, et plutôt que de ne pas avoir d'informations du tout ou ne pas savoir trouver des informations, les personnes vont inventer des histoires, des légendes, et vont mettre derrière des organisations ou autres des rumeurs en place, des inventions pures, de façon à pouvoir se satisfaire d'explications totalement inventées, à défaut donc d'en avoir. Et donc on va désigner des groupes d'individus qui sont derrière ce genre de complot pour justement essayer de découvrir ou par exemple manipuler l'opinion publique. Oui, c'est-à-dire on va désigner des responsables tout trouver. Souvent ce sont des minorités ethniques ou religieuses que l'on va désigner du doigt. Parfois pour essayer de justifier ses propres problèmes en dépit du bon sens. Donc si une population, par exemple, éprouve des problèmes économiques ou autres, c'est déjà vu dans l'histoire, avec le nazisme, par exemple, on va jeter la responsabilité des problèmes de la société sur une minorité qui était à l'époque les Juifs, qu'on rendait responsables de tous les problèmes, alors que en réalité les problèmes étaient bien plus complexes que ça. Mais ça permet à la population de se dédouaner de toute responsabilité et de dire que c'est la faute de l'autre. Et on peut dire alors que notre société est devenue parano. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez ? Notre société, je ne sais pas si elle est parano, mais ce que je crois constater, c'est que l'être humain est particulier et c'est ça qui fait sa richesse, mais en même temps parfois c'est ça qui est inquiétant. Lorsque l'être humain se trouve devant des questions existentielles qu'il ne comprend pas, il a cette tendance à choisir l'explication la plus rationnelle. C'est une théorie qu'on appelle la théorie du rasoir d'Occam. Bon. Mais quand l'être humain se trouve devant des choses qu'il ne comprend pas et qui relèvent du relationnel ou de l'associatif, il plonge assez souvent dans ce qu'on appelle les théories du complot. Et je rejoins Philippe Renaud dans l'analyse qu'il vient d'en faire. Je ne sais pas si la société est parano, mais quand elle se trouve derrière une porte, qu'elle pourrait tenter de demander qu'on lui ouvre, mais qu'elle ne demande pas qu'on lui ouvre. Elle imagine que derrière cette porte, il se passe n'importe quoi. Et alors c'est la voie ouverte à l'imagination la plus fertile, et forcément, on frappe sur ce qui paraît puissant, sur ce qui paraît être en rapport avec le pouvoir. Le pouvoir, soit de l'argent ou des relations ou de la politique. Et là, on retombe sur des minorités ou sur des groupes à qui on a fait porter le chapeau. Je rejoins encore Philippe Renaud sur un cas particulier qui est celui des Juifs, à qui, à une certaine époque, on faisait porter le chapeau d'une situation économique dans laquelle ils étaient complètement étrangers. On a fait croire que c'était leur faute si en Allemagne les choses ne se passaient pas bien. Mais ça n'a pas commencé avec le nazisme, ça a commencé bien avant. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler aussi du complot judéo-maçonnique ?
Oui, commencer avec ce complot-là. Mais je pense qu'il y en a pas mal, les Illuminati, les sorciers, même les Tutsis au Rwanda, donc le 11 septembre, donc il y a tellement, donc on peut énumérer pas mal de disons de complots. Mais on va commencer par celui-ci, le complot judéo-maçonnique. Il est né essentiellement à l'initiative de la police secrète du Tsar par la rédaction d'un faux qui s'appelle le protocole des sages de Sion. Et ce faux a été construit justement pour désigner un responsable de tout ce qui pouvait être complot imaginaire contre l'Empire russe. Ce protocole des sages de Sion a eu beaucoup de succès, il a inspiré le nazisme par la suite et on le trouve encore actuellement sur Internet. Pourquoi il est facile de désigner par exemple les francs-maçons comme étant responsables de tout? C'est parce que c'est une société qui est assez discrète. C'est une société qui a des rites qui ne sont pas visibles de la part de la population. Et donc, la population peut imaginer tout et n'importe quoi. Il y avait également, à l'encontre des Juifs, des rites inventés comme des massacres d'enfants pour boire le sang, etc. Des choses totalement farfelues, mais qui se sont avérées dangereuses, puisque les populations y ont cru, et ça a créé beaucoup de pogroms en Europe de l'Est, en Pologne, en Biélorussie et en Russie. Donc on voit que le fait de manipuler l'esprit des gens en inventant des histoires comme celle-là, c'est dangereux. À chaque fois, elles ont mené vers des génocides, vers des massacres, vers des déportations de gens. On a cité les Tutsis, donc le principe était le même aussi. Radio Mille Collines diffusait des informations demandant à supprimer une partie de la population, les Tutsis, parce qu'on les accusait de tous les maux, etc. Et là, ce sont quasiment les voisins qui se sont entretués, quoi. Enfin, puisque ces gens vivaient en harmonie depuis pas mal de temps, et puis tout d'un coup, à cause d'une propagande conspirationniste, complotiste, une partie de la population s'est jetée sur l'autre, créant le massacre que l'on connaît. Et les exemples sont très nombreux. Il y en a eu également au Moyen-Âge. Il y avait aussi des théories fumeuses qui désignaient des populations ou des groupes religieux et qui permettaient à une partie de la population de se venger sur ses propres problèmes ou de penser qu'elle allait éliminer les problèmes en éliminant l'ennemi désigné par ces théories. On a parlé de plusieurs théories. Est-ce que, Monsieur Liénard, est-ce que vous pouvez nous parler des francs-maçons et la relation avec les Illuminati? On parle beaucoup de francs-maçons qui font du mal. Et alors, on a souvent l'habitude de lire ou d'entendre, etc., qu'il y a une relation, en tout cas, entre les francs-maçons et les Illuminati. Eh bien, j'ai envie de vous répondre deux choses par rapport à ça qui sont de registres différents et je vais essayer de faire ça de manière extrêmement schématique. Le XVIIIe siècle a été un siècle extrêmement fécond en mouvance d'idées par rapport à la société de ce temps-là. C'est au XVIIIe siècle qu'est née la franc-maçonnerie moderne en 1717 à Londres. Tout ça mérite d'être approfondi parce qu'il y avait déjà une maçonnerie auparavant. Mais enfin, voilà, date charnière 1717, autre date charnière 1723. Parce que ce sont les constitutions d'Anderson. Et puis les choses ont évolué. Bon, même chose au XVIIIe siècle, vous avez en 1714, 1715 et 1716 des placards qui sont mis dans la ville de Paris et qui annoncent qu'existerait un ordre de la Rose-Croix. Et ces choses-là sont sorties de l'imagination d'un théologien qui s'appelle Johann Valentin Andréaï. Puis la Rose-Croix a vécu pendant un moment et a disparu jusqu'à ce qu'elle renaisse de ses cendres, si j'ose dire, aux États-Unis au début du XXe siècle à l'initiative d'un certain Spencer Lewis en Pennsylvanie. Cette
Ordre de la Rose-Croix aujourd'hui s'appelle l'AMORC, A-M-O-R-C, mais n'a rien à voir avec la franc-maçonnerie. Troisième chose, les Illuminati. Et puis je viendrai aux maçons qui font du mal quand même. Les Illuminati, c'est un ordre né en Bavière à une époque où les gens craignaient que s'ils parlaient de politique ou de religion, ils fassent l'objet d'arrestations arbitraires. Et donc, certaines personnes, dont un certain Adam Weishaupt, ont imaginé des possibles réunions entre personnes qui auraient pu se parler librement et sans crainte sur un pied d'égalité, et c'est en 1776 que cette imagination-là donne lieu à la création des Illuminati. Ça n'a pas duré longtemps, parce que ça a déplu au pouvoir autrichien de l'époque, en 1785, les Illuminati ont été dissous et interdits. On dit, mais c'est difficilement vérifiable, qu'à cette époque, l'ordre Illuminati aurait comporté jusqu'à à peu près 2000 membres. J'ai du mal à croire ça quand on sait qu'à la même époque, dans les Pays-Bas autrichiens, qui concernent donc la Belgique de l'époque, il y avait à peine 250 francs-maçons. Donc j'ai du mal avec les chiffres. Mais là où les choses deviennent plus intéressantes, mais on y reviendra peut-être tantôt, c'est que Adam Weishaupt a dû fuir la Bavière et s'est réfugié aux États-Unis. Aux États-Unis, où il a fait la connaissance d'un certain nombre de personnes, dont le président des États-Unis de l'époque, Benjamin Franklin. Et Adam Weishaupt a été récupéré parce qu'il s'est retrouvé sans boulot quelque part, puisque son activité était de faire vivre l'ordre Illuminati, qui avait des idées intéressantes. J'y reviendrai dans une seconde. Adam Weishaupt s'est retrouvé aux États-Unis et a été embauché comme employé dans quelque chose qui s'appellerait aujourd'hui, mais je ne sais pas comment on appelle ça aux États-Unis, la Banque nationale, c'est-à-dire l'institut qui fabriquait la monnaie. Et c'est comme ça que cet homme imaginatif a repris sur le fameux billet de $1 qui fait parler de lui un certain nombre de symboles qui touche évidemment aux Illuminati, puisque l'ordre Illuminati comportait 13 grades. On retrouve ce chiffre 13 symbolisé par des petits dessins sur le billet de $1. On retrouve le chiffre 1776, qui est en fait l'année de la création des Illuminati, et on retrouve ce fameux triangle avec un œil dedans qui fait peur, et des devises. Alors le triangle avec l'œil dedans, je rassure tout de suite ou je ne rassure pas, enfin peu importe, en tout cas je suis transparent par rapport à ça, ça n'a rien à voir avec le triangle maçonnique du même genre, avec un œil du même genre. Parce que le triangle maçonnique, il est équilatéral, l'œil est au centre, tandis que le triangle Illuminati est isocèle avec l'œil au-dessus. Mais ça crée des confusions, ça crée des amalgames et on imagine des choses. Voilà, bon, alors j'ai parlé des Illuminati, j'ai parlé des Rose-Croix, j'ai esquissé la franc-maçonnerie en disant quand elle était née, et je termine, j'avais dit qu'il y avait 2 éléments dans la réponse, par les maçons qui font du mal. Alors, les maçons qui font du mal, ça me fait toujours beaucoup rire, parce que les maçons ne sont que des êtres humains. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas certains qui auraient mieux fait de ne pas rentrer en maçonnerie. Ce serait complètement illusoire de croire ou de dire ou de prétendre d'une quelconque manière le contraire. Je ne suis pas là ni pour défendre la franc-maçonnerie, ni pour l'agresser, mais pour dire ce qu'elle est. C'est une société d'êtres humains normaux. Et on ne fait pas le mal en maçonnerie. Là d'où vient le problème, c'est de ceci. Et si vous me permettez de prendre encore 30 secondes. Ça vient de 2 choses. La notion de diable a été inventée au VIe siècle en Iran. Avant ça, on n'en parlait pas. Alors, vous m'interrogerez peut-être là-dessus après. Deuxième chose, la notion de Satan. Shaitan, c'est qui, c'est quoi, qu'est-ce que c'est? C'est un concept. Les maçons ne fonctionnent pas sur base de rituels satanistes du tout. Je peux vous l'assurer. Il y a suffisamment de livres dans les librairies. Vous pouvez expliquer le satanisme? Je vais l'expliquer tout de suite. Oui. Il y a suffisamment de livres dans les librairies pour expliquer ce que sont les rituels maçonniques, sans que moi je doive me rompre à l'exercice que je n'ai pas envie d'accomplir, de vous raconter ce qu'il y a dedans. Mais
Les maçonneries sont des gens qui, depuis la naissance de la maçonnerie, et ça n'a jamais cessé d'être comme ça, essayent de s'analyser pour s'améliorer eux-mêmes et se perfectionner. Et par conséquent, de rayonner dans leur vie de tous les jours pour essayer d'améliorer l'humanité. Alors cette notion d'amélioration implique la notion d'imperfection. Et le shaitan des débuts, là, le shaitan des débuts ne correspondait pas à quelque chose de diabolique, ne correspondait pas au mal, mais correspondait à l'imperfection humaine. Donc, quelque part, oui, les francs-maçons, en luttant contre leurs imperfections pour s'améliorer, mais quelque part, luttent contre ce fameux shaitan qui est en eux. Mais ça ne veut pas dire qu'ils font des rituels sataniques. Ça n'a rien à voir du tout. Quant aux maçons qui font du mal, ben je vous avoue franchement que je n'ai pas encore vu, ni en politique, ni en économie, ni dans la vie au sens large, la maçonnerie ou des loges maçonniques qui auraient fait des choses qui soient de nature répréhensible. Il y a, la presse en parle, de temps en temps des hommes, qu'ils soient maçons ou pas, qui mettent un pied de travers, ça c'est autre chose. Mais la maçonnerie, faire du mal, ça me fait sourire. Monsieur Renaud, vous qui êtes un spécialiste des réseaux sociaux aussi, hein, donc il y a de plus en plus de jeunes qui s'intéressent vraiment à ce genre de théorie de complot, et ça rassure beaucoup de jeunes quelque part. Ces jeunes qui sont en conflit, ou soit en conflit cognitif par rapport à quelque chose qu'ils ne comprennent pas et qui cherchent justement en fait à lui donner une réponse. Et les réseaux sociaux, à mon avis, donnent pas mal de réponses par rapport à ces théories du complot, et le jeune, entre parenthèses, trouve les réponses nécessaires quelque part à ces questions. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'avec l'apparition de l'Internet et des réseaux sociaux, le nombre d'informations a explosé, et l'accès à l'information également. Avant, l'information était verticale. Elle était dictée par des institutions, par l'État, par la presse institutionnalisée, les grands journaux, la télévision, la radio nationale, etc. Mais avec Internet, le nombre de sources a augmenté, a été multiplié quasiment à l'infini, puisque chacun finalement peut devenir une source d'information. Chacun peut faire son studio radio, son studio YouTube, etc. et peut communiquer ce qu'il a envie de raconter, n'importe quoi. Ce qu'il y a chez les jeunes, et même chez les moins jeunes, c'est un manque d'esprit critique et d'analyse sur le décortiquage de l'information. On risque de tomber, quelqu'un qui n'est pas formé à voir le pour et le contre dans une information, peut tomber sur n'importe quel site farfelu et croire ce qu'on lui raconte. Quand ce sont des sites conspirationnistes, et souvent aussi des sites conspirationnistes, mais avec une main politique derrière, puisque... bien argumenté en plus. Voilà. Oui. La première chose que ces sites vont raconter, c'est ne croyez plus aux médias traditionnels, ils vous mentent, croyez en nous. Et les gens vont finir par penser ça, et alors à partir de ce moment-là, on peut leur raconter ce qu'on veut, et la personne n'ira plus voir ailleurs, puisqu'elle aura trouvé sa source d'information qu'elle croira crédible, ou si pas crédible, en tout cas qui donne les réponses à ses propres questions, des réponses toutes simples, sans aller chercher derrière des phénomènes plutôt complexes, la complexité des choses. Parce que rien n'est simple dans le monde, et surtout, au plus on avance, au plus l'humain avance dans le temps, au plus il y a de technologie, au plus le monde devient complexe et difficile à comprendre pour les citoyens normaux. Je continue dans le même sens. Comment expliquez-vous, Monsieur Liénard, l'attraction exercée sur le grand public par les théories du complot? Je pense que les gens sont intéressés par ce qui est légendaire. Les maçons aussi se sont intéressés à ce qui était légendaire. La franc-maçonnerie repose en partie sur des légendes, notamment, et je ne dévoilerai pas grand-chose en disant cela, sur la fameuse construction du temple de Salomon. Et c'est parce qu'on parle en maçonnerie de construction du temple de Salomon qu'on y associe évidemment le monde juif, et que du coup on a tendance à penser qu'il y aurait un complot judéo-maçonnique. Les gens sont attirés par les légendes.
qui qu'il soit. Et aujourd'hui, comme le disait M. Renaud, effectivement, les sources d'information se sont démultipliées et les initiatives folles, les plus folles parfois aussi. Vous savez, à une certaine époque, il fallait écrire pour communiquer ses idées. Les écrits n'étaient pas diffusés. Je vous rappelle, mais tout le monde le sait, que l'imprimerie date de Gutenberg. Avant cela, c'était oral, la diffusion. Après l'imprimerie, on a commencé à diffuser des écrits. Et la période à laquelle je me suis intéressé, c'est les années 1700 et quelque chose, où là, on a déjà, dès 1740 et 1742, des écrits antimaçonniques, écrits par des jésuites. Je n'ai absolument rien contre les jésuites, d'ailleurs, soit dit en passant, mais en 1797, 2 écrits, dont un écrit anglais qui s'appelle Proof of Conspiracy, où on essaie de démontrer que les maçons complotent et conspirent. Ça, c'est conçu de manière extrêmement redoutable et intelligente, mais c'est faux. Bon, toujours dans les années 1700 et quelques, vous avez eu d'autres écrits qui ont été des écrits antimaçonniques, écrits par un certain Perrault, pas comme les contes du même nom, mais bon, voilà. Et tout ça a été repris en 1775 par un prêtre de Louvain qui s'appelle De Decker, et donc on a alimenté la machine à dire n'importe quoi. On a alimenté cette machine très tôt, et l'attraction des gens pour ce qui est farfelu est peut-être simplement une attraction humaine. Les maçons raffolent de rituels légendaires. Il n'y a jamais eu autant de sociétés, entre guillemets, secrètes ou de mouvements en tout genre qu'aujourd'hui, particulièrement d'ailleurs aux États-Unis. Vous trouvez dans n'importe quelle base militaire américaine des églises et des temples et même des lieux dédiés au culte de la Wicca. La Wicca, c'est en gros l'association internationale. Ces gens sont une sorte de conglomérat hétéroclite qui réalise ou vit ou s'épanouit dans des rituels à la fois néopaganiques, druidiques, sorciers. Enfin, voilà, ça existe. Il ne faut pas nier ça. La Wicca représente peut-être 5 millions d'adeptes dans le monde, ça n'est pas rien. La maçonnerie, d'ailleurs, ne fait pas mieux. Il y a moins de 5 millions de maçons dans le monde. Et donc, aujourd'hui, je pense que oui, les gens ont besoin déjà de spiritualité. Je ne sais pas si les gens ont toujours eu besoin de spiritualité. Je ne suis pas suffisamment compétent pour reculer dans l'histoire de l'humanité que pour faire cette analyse. Mais les gens ont besoin de spiritualité, c'est un constat, et peut-être aussi qu'aujourd'hui, les gens sont en perte de repère par rapport à cette spiritualité, et donc sont tentés de plonger soit sur des idéologies ou des doctrines farfelues, mais qui leur conviennent, qui leur apportent quelque chose, qui répond à un besoin. Si je pouvais faire un parallèle osé, je dirais, au même titre que l'extrême droite peut apporter à ceux qui pensent que c'est une réponse, quelque chose en matière politique quand on est déçu par la droite et par la gauche, sans connaître le programme de l'extrême droite et sans se dire que ce parti politique peut conduire à la catastrophe. C'est la même chose en matière spirituelle. Des gens plongent sur des idioties. Il existe une secte des adorateurs du bulbe de l'oignon. Pardonnez-moi, mais ça fait sourire. Bon, il en existe d'autres. Il en existe plus de 300 des mouvements comme ça dans le monde. Ça n'est pas rien du tout. Mais alors, bon, à côté de ça, vous avez des mouvements de pensée complètement respectables. Les Rose-Croix d'aujourd'hui fonctionnent sur un mode d'apprentissage par des monographies pour se cultiver et ouvrir son esprit. En soi, ça n'est pas mal. Et ça n'est exclu pour personne. Tout le monde peut souhaiter devenir Rose-Croix et entrer dans les structures de la morgue. Même chose pour la maçonnerie. N'importe qui peut souhaiter devenir franc-maçon. On demande juste à la personne qui le souhaite d'être libre, probe et de bonnes mœurs. Et d'avoir sans doute l'intelligence de comprendre ce qui s'y passe, mais ça, a priori, tout le monde peut partir du principe qu'il est intelligent. Bon, donc ce ne sont pas des lieux interdits, ni des lieux fermés. Ce sont des lieux complètement ouverts pour qui souhaite y entrer.
Mais hélas, les gens ne font parfois pas cette démarche, soit ils n'ont pas les contacts, soit ils ne savent pas comment faire, et du coup plongent sur des occasions. À ce titre-là, d'ailleurs, je me permets de souligner, parce que ça peut intéresser vos auditeurs, que dans mon livre « Mais que font les francs-maçons en loge ?», je parle des... Bon, il est là. Oui. Je parle de ces théories du complot et des amalgames que l'on peut faire entre la maçonnerie et des choses qui n'ont rien à voir avec ça. De même qu'au Salon du livre maçonnique de Bruxelles, le 30 avril, c'est public, c'est ouvert à tout le monde. Ça se passe dans les locaux maçonniques de la rue de Laken à Bruxelles. Je ferai une conférence sur comment et pourquoi devenir franc-maçon. Ça n'est pas inutile. Il y aura d'autres auteurs d'ailleurs qui seront présents ce jour-là, et je pense que ça contribue à donner de la maçonnerie une image juste, transparente, parce que les maçons, c'est vrai, sont dans la discrétion, et étant dans cette discrétion, contribuent eux-mêmes à alimenter la machine imaginaire. Tout à fait. Philippe Renaud, comment fonctionne la pensée conspirationniste? Je pense que c'est de la croyance pure. Donc on va dans une même démarche qu'une démarche religieuse, mais ici on va plus dans un confinement sectaire. On va peut-être moins avoir besoin de spiritualité dans la théorie du complot, mais on aura surtout des a priori ou des jugements concernant d'autres personnes ou des activités qui ont été purement inventées et qui désignent certaines personnes comme étant responsables, comme je l'ai dit au début, des problèmes en général dans la société. Donc à mon avis c'est ça. Ce qui se passe aussi chez la personne qui va adhérer, c'est qu'elle sera probablement aussi attirée par certains titres que l'on va trouver dans la presse conspirationniste, des titres chocs qui attirent le regard. C'est une sorte d'attraction malsaine, on va dire, de curiosité malsaine qui permet, ça existe aussi pas seulement pour les théories du complot, ça existe dans une certaine presse comme moi je traite personnellement de poubelle, mais qui va faire des titres ou mettre en avant des photos scandaleuses, des titres scandaleux, des gros titres bien gras, alors et parfois même sans rapport avec ce qu'il y a dans l'article, juste pour attirer le client. Ce sont donc des mécanismes de séduction. Voilà, tout à fait. C'est du marketing. C'est dire, voyez, nous, on a l'information exclusive, on a le scoop, on a ce qu'il faut, venez voir chez nous, et à partir de ce moment-là, ils vont fidéliser leur clientèle. Et comment prévenir, par exemple, les jeunes par rapport à ce genre de choses? Eh bien, je pense qu'il faut, dans le cursus scolaire, et à mon avis, à partir déjà de 10 ans jusqu'à 18 ans, certainement, offrir des cours d'esprit critique à l'analyse des médias, de donner des travaux spécifiques aux jeunes. On leur dit, bon voilà, nous avons des articles de presse de différents titres et on va un peu les comparer, on parle de la même information, mais qui, à votre avis, la traite de la façon la plus objective? Parce que c'est ce qu'il faut dans le journalisme, à mon avis, c'est un maximum d'objectivité. C'est relater les faits, ne pas apporter sa philosophie dans ce qui se passe. Quand il y a un accident de voiture, il y a un accident de voiture, point. On ne va pas commencer à une vraie représentation de faits. Voilà. Et on ne va pas commencer à broder là autour et à inventer des choses juste pour attirer le public. Et ça, on constate quand même, parce que je connais quelques enseignants ou intervenants qui vont en classe, on constate quand même que si on donne les trucs aux jeunes, si on leur donne la façon d'avoir cet esprit critique, d'être méfiant à la base dès qu'on voit un article, que l'esprit se forme très rapidement à pouvoir juger et analyser l'information correctement. Mais il s'agit d'un exercice qu'il faut faire régulièrement et en suivant l'actualité. Philippe Liénard, on s'approche des élections de 2018, des élections en Belgique, et quelque chose qui tourne beaucoup, qu'on entend beaucoup, c'est que les francs-maçons dirigent la politique. Est-ce vrai?
Alors, je vais vous répondre d'une manière extrêmement simple. Il fut un temps où les partis politiques ne disposaient pas de bureaux d'études, comme c'est le cas maintenant, et donc puisaient dans des milieux intellectuels, et les loges maçonniques passaient pour être des milieux intellectuels, des études, des informations qui ne conduisaient pas à des lois, mais qui conduisaient à des avis. Et donc oui, il fut une époque où les francs-maçons étaient consultés, pas parce qu'ils étaient francs-maçons, mais parce que les loges étaient des laboratoires de pensée. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Il y a des hommes ou des femmes politiques qui sont aussi francs-maçons, mais je vais vous faire une petite confidence, je vais regarder la caméra pour le dire. Ceux-là sont ceux qu'on voit le moins dans les loges maçonniques, ils n'ont pas le temps. Et donc, les loges ne savent même pas ce qu'ils font, ils l'apprennent dans la presse comme les autres. Et donc, ces maçons-là ne sont pas des maçons qui sont mandatés par une loge ou qui ont conspiré dans une loge pour pondre des théories. Il y a, par contre, des maçons ou des maçonnes qui font beaucoup parler d'eux, en bien comme en mal. Alors, en bien, vous avez des francs-maçons connus comme étant maçons et qui sont intervenus sur la scène politique belge pour faire avancer des lois de progrès. Alors, on peut regretter ou apprécier les lois en question. Il s'agit de l'euthanasie, de l'avortement, de choses comme ça. Ça a été des débats en Belgique. Alors bon, on est pour, on est contre, ça c'est autre chose. Je n'entre pas dans cet aspect-là. Mais il y a des maçons qui s'investissent vraiment. Et puis, il y a des maçons qui s'investissent plutôt dans ce que l'esprit humain amène parfois à faire. Quand on a des petits camarades et qu'on a envie de partager des choses et de favoriser certains, et puis parfois ça tourne mal et la justice s'en mêle, alors on fait parler de soi, mais en mal. On n'a pas fait le mal, on a magouillé. C'est pas la même chose. Oui. Aujourd'hui, en tout cas, vous le remarquez très bien, donc j'essaye d'en profiter au maximum. J'ai deux personnes avec quand même des connaissances importantes par rapport aux théories du complot et on va essayer de donner un maximum d'informations à nos téléspectateurs et à nos auditeurs. Donc, une autre question, M. Philippe, pour nous. Quels sont les groupes, on a beaucoup entendu de Bilderberg et la fameuse commission trilatérale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en fait ce groupe en question? Mais encore une fois, si je vais sur Bilderberg, l'autre je le connais pas du tout, mais Bilderberg c'est une réunion d'hommes puissants dans un hôtel qui porte ce nom-là. Et comme cet hôtel le nom terminant en Berg, on a imaginé tout de suite que c'était un complot juif, parce qu'évidemment ce sont des réunions privées, comme on a dans toutes les entreprises. Ils n'ont rien à voir avec les juifs alors. Peut-être qu'il y a l'un ou l'autre juif dedans, hein, mais ça on ne demande certainement pas à un chef d'entreprise de devoir justifier d'une religion pour participer à une réunion de chef d'entreprise. Ce sont des gens qui sont visibles dans le marché des affaires et qui se réunissent entre eux, sans plus, quoi. Il n'y a rien de mystérieux là-dedans. C'est comme n'importe quelle société qui fait son conseil d'administration. Ce qui est dit pendant un conseil d'administration reste au sein du conseil d'administration. Ils ne vont pas commencer à publier toutes leurs réflexions et leurs démarches au public et certainement pas aux concurrents. Ok. Donc on a aussi beaucoup entendu des Rose-Croix, vous nous avez expliqué un peu tout à l'heure, mais on n'a pas eu des explications par rapport aux satanistes. Alors bon, les satanistes, il y a des groupes satanistes qui existent. Un journaliste du soir qui s'appelle Alain Lallemand a écrit un bouquin là-dessus il y a certainement une vingtaine d'années, parce qu'il y a eu en Belgique un groupe qui s'appelait Abrassac, si mes souvenirs sont bons, du côté de Fontaine-l'Évêque, quelque chose comme ça, où on faisait un peu n'importe quoi. Alors il faut aller trouver son bouquin, il faut aller lire les articles. Mais encore une fois, le satanisme, c'est quoi, finalement? Mais le satanisme, pour ceux qui pratiquent ces choses-là, et j'ai dû étudier ces choses-là pour pouvoir démarquer la franc-maçonnerie dans mes livres par rapport à ces mouvances de pensée auxquelles on amalgame la franc-maçonnerie. Alors, il y a les lucifériens et puis il y a les satanistes. Alors, un petit mot sur Lucifer, un petit mot sur Satan, comme ça tout le monde en aura pour son compte. Prenez votre temps, on a besoin de comprendre. Alors, le satanisme consiste à pratiquer des rituels où on inverse les valeurs de l'Église catholique. En gros, on fait l'apologie du mal
on fait pas quelque chose qui correspond à ce que j'ai dit tout à l'heure à propos de l'imperfection humaine. On retourne le bien dans l'autre sens, et d'ailleurs c'est très symbolique parce que les satanistes, quand ils se réunissent, retournent la croix. Ils la mettent à l'envers, quoi. Et donc les rituels sataniques consistent à faire l'apologie d'un certain nombre de valeurs qui sont anti-religieuses. Et anti-catholiques essentiellement. Alors elles sont peut-être anti-musulmanes également, elles sont en tout cas anti ce qui relie les humains dans une fraternité universelle et spirituelle. Ça, c'est le satanisme. Bon. Alors le luciférianisme, c'est autre chose. Lucifer, c'est dans la mythologie, dans les légendes, parce que personne n'était là pour vérifier, on n'avait pas la clé de la porte, et donc finalement on en parle, mais on ne sait pas. Donc Lucifer, c'est un ange déchu. Lucifer, en latin, lucifere, c'est le porteur de lumière. Et Dieu, dans son étymologie la plus ancienne, et je suis allé vérifier ça, c'était passionnant, ça vient de l'indo-européen, ça veut dire lumière. Alors, certains écrivaient ça Dieu, D-I-E-W, ou Da, D-H-A-W, qu'importe. Mais Dieu, c'était donc la lumière. Et si je peux m'exprimer pour reprendre ce que Philippe Renaud disait tout à l'heure à propos de conseil d'administration, de société, etc., je vais prendre une image extrêmement facile. Dieu présidait le conseil d'administration, Lucifer était son directeur général adjoint, voyez, son porteur de lumière, c'est-à-dire son assistant. Et puis à un moment donné, l'assistant a contesté les positions du président et l'assistant s'est fait foutre à la porte du conseil d'administration. C'est comme ça que Lucifer a été un ange déchu. Mais Lucifer en soi, quelque part, je vais vous dire, finalement, peut-être que toutes les personnes de bonne volonté qui ont envie de s'éclairer, de s'informer, de se cultiver, de rayonner, deviennent des porteurs de lumière. Et donc, quelque part, les francs-maçons qui ont pour ambition d'approfondir ce qu'ils sont pour se mieux connaître, pour s'améliorer, pour améliorer l'humanité, sont peut-être tous des petits Lucifères, qui sait. Mais je dis ça avec un sourire aux lèvres, évidemment, parce que vous imaginez bien que en maçonnerie non plus, on ne voue pas un culte au luciférianisme. Mais le rapprochement est intéressant parce que Lucifer, tel qu'on le perçoit, n'a rien à voir avec l'image désastreuse qu'on en fait pour ceux qui critiquent cette notion-là. Je serais bien plus tenté de vous parler d'Astaroth que de Lucifer et de Satan, d'ailleurs. Mais Astaroth, ça m'obligerait à replonger dans l'histoire de la Mésopotamie et d'une déesse qui s'appelait Astarté. On fera ça la prochaine fois, avec plaisir. Quand vous voudrez. Parce qu'il y a tellement de choses chez Philippe Liénard. Donc, une autre question pour Philippe Renaud. Qu'est-ce que ça donnerait si on poussait la théorie du complot jusqu'au bout ? Ben, on l'a déjà constaté. La première chose à dire, c'est qu'à la base, elles sont dangereuses, puisque on y raconte des mensonges, on ment dans la théorie du complot, et on vise des ethnies ou des groupes de personnes spécifiques. Et donc, poussé à leur limite, on obtient des massacres ou des génocides, des guerres. C'est très simple. Donc, effectivement, c'est dangereux. Les gens échappent à la réalité, perdent leur humanisme en fait. On parvient à dresser les gens ordinaires contre d'autres et à les transformer en criminels. Donc ça, c'est le grand danger des théories du complot. Et on le remarque dans tout ce qui est forme d'extrémisme violent, c'est que c'est la haine qui anime les gens, parce qu'on leur raconte des légendes concernant les personnes qui vont voler leur boulot, prendre leur place, etc., ou qui sont responsables des crises. Le racisme aussi. Le racisme, exactement. Oui. Tout à fait. Okay. Si vous me permettez, pour rebondir sur ce que j'entends, quand on parle de théorie du complot, mais je vais prendre deux exemples de entre guillemets, théories du complot, qui ont bien fonctionné, mais qui sont chacune dans leur style la réponse à un irrationnel
opérationnel complètement farfelu. Je vais prendre un exemple. On parlait tout à l'heure du prieuré de Sion. Le prieuré de Sion, il y a quelqu'un qui en a fait l'apologie, qui s'appelle Pierre Plantard, c'est dans les années 50, en 1956, et puis on s'est aperçu que ça ne tenait pas la route, mais il y mélangeait deux notions qui intéressaient, qui passionnaient les gens. Il partait de l'idée, et Philippe Renaud me corrigera si je me trompe, que les membres du prieuré de Sion, qui, par parenthèse, existent vraiment. Alors ça, je regarde les caméras parce que c'est un scoop. Il y a en France, sur base de la loi de 1901 sur les associations, une association qui s'appelle le Prieuré de Sion et qui a été fondée par le monsieur Plantard dont je parle en 1956. Vous pouvez vérifier. Et donc, ce Plantard avait imaginé que le Prieuré de Sion était dépositaire depuis 1099, date de la première croisade, d'un certain nombre de secrets fondamentaux liés au christianisme, et qu'en étaient les protecteurs un peu des Templiers, un peu des Rose-Croix, un peu des francs-maçons, et que tout ce petit monde se réunissait régulièrement dans des réunions secrètes pour faire se perdurer la conservation de ces précieux secrets à travers le Saint Graal. On a d'ailleurs imaginé qu'avaient été membres du prieuré de Sion, je ne sais plus, Botticelli, Léonard de Vinci, Isaac Newton, Victor Hugo. Mais bon, il y a quelqu'un qui a repris cette théorie dans un bouquin qui a fonctionné d'une manière extraordinaire. On ne voulait pas le publier aux États-Unis, il a trouvé un éditeur, c'est Dan Brown, c'est le Da Vinci Code. C'est un des livres qui a le plus marché. Et pourtant, quand on applique à son livre ce que l'on appelle de la philologie déconstructive, il ne reste pas grand-chose. Mais tout le monde a acheté le Dan Brown. Bon, c'est un exemple. L'autre exemple, un petit peu moins connu, mais beaucoup plus effrayant, parce que Dan Brown, c'est gentil, c'est passionnant, c'est un beau roman de plage à lire, et qui apprend quelques petites choses d'ailleurs. Mais par contre, autre chose, un certain nombre de personnes en Europe se souviennent du triste Adolf Hitler. Moins de gens se rappellent d'un certain Heinrich Himmler. Heinrich Himmler était passionné du complot, était passionné du secret des Templiers et du secret du Graal. Et en 1933, donc avant la prise du pouvoir par le parti nazi, Heinrich Himmler fait détruire une loge maçonnique à Hambourg. Tiens, on revient à la maçonnerie. Il fait détruire une loge maçonnique à Hambourg pour s'emparer des documents de cette loge parce qu'il était archi convaincu que c'est là que se trouvaient les secrets qu'il cherchait. Il n'a évidemment rien trouvé, sauf des bouquins, des documents administratifs, la liste des maçons de cette loge qui, soit dit en passant, n'ont pas beaucoup survécu par rapport à la destruction de leur temple maçonnique. Mais par contre, ce qu'a fait Hitler, et tout le monde ne sait pas ça, c'est qu'il a fondé un ordre secret qui vouait des cultes mélangeant le paganisme, le druidisme, la mythologie nordique et aussi cette affaire du prieuré de Sion revue et corrigée, et ça s'est appelé la SS. Et la SS n'a eu de cesse que de démolir les juifs et les francs-maçons. Et on revient au fameux complot complètement délirant. Les SS d'ailleurs qui vouaient un culte à la mort, il suffit de voir sur leur képi ce qu'il y avait. C'était pas une petite rose ni un myosotis. Et qui sont encore opérationnels alors du jeu. Je ne sais pas si les SS sont encore opérationnels aujourd'hui, je ne pense pas, je l'espère du moins, parce que c'est absolument effrayant. Mais enfin, la SS a fait des dégâts extraordinaires. Ils se réunissaient entre eux, et c'est ça qui les tenait. C'est cette croyance profonde qu'ils faisaient quelque chose de spirituel et de nécessaire à l'évolution de l'humanité par l'éradication de ces gens malsains qu'étaient les juifs et les francs-maçons. Les juifs avaient une étoile jaune. L'étoile jaune des juifs date d'ailleurs de 1400 et quelques. C'est pas les nazis qui l'ont inventé, c'est pas eux non plus qui ont inventé les camps de concentration. Et les maçons avaient une étoile rouge. Enfin, les deux étaient détenus dans des camps de concentration nazis. Et la suite, vous la connaissez. Oui. On arrive presque en fait à la fin de notre émission, donc un débat très passionnant. Et avant de terminer notre émission, j'aimerais bien vous donner la parole, 2 minutes pour parler aux jeunes et leur parler en fait de comment justement se prévenir, comment lutter
contre ces théories de complot et ne pas tomber justement dans le piège de ce qui se passe actuellement? Mais je pense que la première chose à faire, c'est déjà de ne pas prendre ces sources d'information via un seul média, mais d'en survoler plusieurs, et généralement les plus connus, où je vais parler sur Internet, il y a Le Monde, Le Soir, Le Vif par exemple, enfin les journaux classiques. Mais comment connaître un journal d'un autre? Comment on peut distinguer un bon journal d'un mauvais journal? Mais disons qu'il y a des journaux qui sont quand même institutionnalisés et dont les recherches sont... Enfin, on sait que les journalistes travaillent suivant une certaine éthique, qui est l'éthique du journalisme. C'est de rapporter l'information de la façon la plus objective possible. Et ça, on trouve aussi également via les médias d'État. Pour la RTBF, par exemple, qui est en principe neutre, elle doit l'être en tout cas, et certainement pas d'écouter le chant de la sirène qui dit « les médias vous mentent, écoutez que nous ». Donc, ce qui est important, c'est de prendre plusieurs sources et de pouvoir également recouper. Je trouve une information, est-elle vraie ou fausse? On voit beaucoup de fausses informations qui circulent actuellement sur Internet et ça devient vraiment un phénomène inquiétant. Et on demande justement dans les groupes dans lesquels je travaille de vérifier l'information, ne pas croire la toute première information qui vient, surtout si elle paraît un peu énorme. En général, on voit déjà à lire le titre, on comprend où la personne qui a écrit l'article qui est derrière veut en venir. Et donc, bon, je trouve une information, est-ce qu'un autre journal en parle? Est-ce vrai? Est-ce faux? Et ne pas plonger tête baissée dans tout ce que l'on peut raconter sur Internet. Il y a quand même un grand danger chez les jeunes qui n'ont pas beaucoup de culture, qui ont une précarité intellectuelle, etc., qui tombent facilement de ce genre de lecture, etc. Est-ce qu'il n'y a pas de mécanisme de lutte qui sont là pour justement les protéger de ça? Mais je pense qu'il y a du travail à faire certainement au sein des écoles. Je crois que certains professeurs commencent à se rendre compte de l'ampleur du phénomène et mettent ça dans leurs cours maintenant. Donc l'observation des médias, la critique des médias. Donc c'est un travail qui devrait être fortement encouragé, comme ça a été fait en France. Par exemple par le ministère de l'Éducation nationale, ça devrait l'être également en Belgique, et pourquoi pas dans ce cours sur la citoyenneté, par exemple. Parce qu'il y a pas mal de jeunes quand même qui sont dans ce processus de radicalisation, qui se radicalisent, qui s'appuient et qui se positionnent sur ce genre de théorie justement pour partir en Syrie, etc. facilement, par manque justement d'accompagnement, de pédagogie, et de prévention. Tout à fait. Les théories du complot mènent vers la radicalisation. Oui. C'est certain. Ok. Sur le sujet, puisque c'est vrai que parler aux jeunes, c'est important, parce que les jeunes, ce sont nos enfants, et les enfants de nos enfants, c'est donc l'avenir de l'humanité. Oui. Nous, on commence à se faire un petit peu plus vieux. Mais alors peut-être deux choses aux jeunes. Il faut... comment dire ça? Être différent, c'est merveilleux. Être différent, c'est merveilleux pour peu qu'on essaie d'aller vers l'autre, de le comprendre. Et pour comprendre l'autre, il faut dialoguer. Donc il faut parler. Donc j'ai envie de dire, première chose aux jeunes, parlez, parlez, parlez. Entretenez-vous avec des gens qui ne sont pas comme vous, qui ne pensent pas comme vous, parce que de cette diversité naîtra une richesse qui vous enrichira. Ça, c'est une première chose. Elle est éducative. Elle est pédagogique. Le dialogue. Oui, le dialogue. Et la deuxième chose, c'est développer l'esprit critique. Alors, je rejoins ce que j'entendais tout à l'heure. Ce n'est pas simple de développer son esprit critique, parce que comment savoir ce qui est bon à lire, ce qui n'est pas bon à lire, et qui va dire que ça c'est bon à lire ou que ça il ne faut pas le lire. Tout à fait. Donc finalement, lisez, 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 peu importe, mais faites-le avec tolérance. Faites-le avec tolérance, et surtout, méfiez-vous toujours de deux types de discours. Le prêt-à-penser, bourré de certitudes et d'idées toutes faites, et le discours haineux et intolérant. Parce que dans ces deux cas-là, il y a un loup, et quand il y a un loup, c'est flou. On arrive à terme de notre émission. J'espère qu'on a pu en tout cas donner un maximum d'informations utiles pour ce que vous disiez par rapport
à se vivre ensemble par rapport à ce respect de l'autre, au dialogue, etc. Mesdames et messieurs, c'est ici que se termine notre émission. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.